Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'invité du direct ce matin Bruno Messerschmitt, associé directeur de EY Ernst & Young Algérie. Bruno Messerschmitt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu au pied levé à l'invitation de Radio M aujourd'hui. Nous avons un grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Votre actualité, en fait, c'est votre présentation devant le club Export de World Trade Center hier sur l'attractivité de l'Afrique. Les entreprises algériennes s'intéressent de plus en plus au marché africain, aux opportunités de faire du business sur le continent africain, notamment dans l'Afrique subsaharienne. Vous nous avez donné une image de ce qui s'est passé, des tendances, des grandes tendances et de cette attractivité à travers une étude qu'a faite EY Afrique du Sud, puisque EY a un Big Four des bureaux et des affaires un peu partout dans le monde. Nous allons dérouler tout au long de cette émission les grandes tendances que vous avez déclinées hier devant le parterre de chefs d'entreprise à l'occasion de ce club Export. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, l'Afrique était à la mode beaucoup. Avant la crise des subprimes, on disait que c'est le nouveau continent, le nouveau Eldorado, dans lequel il fallait absolument être présent et investir. Est-ce que cette tendance est toujours valable aujourd'hui ? Effectivement, on a assisté à des cycles. Le premier cycle, on peut le situer il y a plus une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. On disait que c'était ce que les Anglais appelaient le hopeless continent, c'est-à-dire le continent sans espoir. Il y a une dizaine d'années, c'était le Africa Rising, donc c'est l'Afrique va beaucoup mieux, il faut investir. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où je pense que c'est un continent incontournable. Il faut que les opérateurs économiques investissent le continent. On va voir pour quelles raisons. Mais surtout, il faut être réaliste. C'est ce que je disais hier lors de la conférence. C'est que on a 54 pays en Afrique. Donc, on a une multitude de pays. On peut pas avoir une approche globale vis-à-vis de l'Afrique. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, l'Afrique du Sud avait le vent en poupe. Aujourd'hui, beaucoup moins. La Côte d'Ivoire était en guerre. Aujourd'hui, c'est un pays qui fait 8% de croissance depuis 5 ans. Donc, on peut pas raisonner à hauteur d'un continent. Avec cette particularité quand même, c'est que l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est pas le même poids sur le PIB global du continent, et donc il y a ce prisme qui fait que, on va dire, les trois principales économies du continent, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, pèsent pour 40% dans le PIB global. Exactement. C'est pour ça que aujourd'hui le Nigeria, c'est 400 milliards de PIB, c'est 200 millions d'habitants, donc c'est-à-dire que l'Afrique c'est 1,5 milliard, donc vous voyez déjà 200 millions au Nigeria, c'est des mastodontes, c'est le numéro 1 en termes de PIB. Après il y a l'Afrique du Sud, après il y a l'Égypte et la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup moins que ça. Donc c'est entre 10 et 20 milliards de PIB. Donc les poids économiques sont pas les mêmes. Après, la croissance est quand même là, et donc l'investisseur peut investir en Afrique de l'Ouest et avoir un business florissant dans des pays de moindre envergure parce que la demande est là. Alors, j'ai peut-être pas dit ça dans la première présentation. Vous êtes le responsable du Desk Afrique. Vous pouvez peut-être nous dire un mot sur les conditions dans lesquelles a été produite cette étude? En fait, EY est présent dans 35 pays en Afrique. On a des bureaux dans 35 pays. On couvre les autres pays depuis ces bureaux-là, donc sous forme de hub. Et donc aujourd'hui, on a une information qui remonte des acteurs. On est en contact direct avec les acteurs économiques, et donc ça nous permet d'aujourd'hui de sortir cette étude. On la sort depuis 2011 sur tout ce qui est ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers dans les pays. Ça permet d'avoir une cartographie précise de l'attractivité de chacun des pays du continent. Alors, attractivité de chacun des pays, mais si on passait à une strate un peu intermédiaire, pas tout le continent, pas chaque pays, par groupe de régions. Est-ce que vous avez fait hier une présentation par groupe de régions? Est-ce qu'il y a des tendances qui différencient les régions en termes de dynamisme? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, et depuis qu'on fait cette étude, depuis 2011, on avait une région phare chaque année. Donc à un moment c'était l'Afrique australe, après c'était beaucoup le Maghreb, après c'était plus l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en nombre de projets, en nombre d'IDE, on a à peu près la même proportion, que ça soit entre le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est ce qui prouve que le continent est quand même attractif dans sa globalité, parce que les investisseurs en fait investissent sur du long terme. Donc même si aujourd'hui
j'investis en Afrique du Sud, j'investis pour demain. Et donc même si l'économie sud-africaine n'est pas florissante, voilà, on sent que on est dans un investissement long terme de l'investisseur et aussi à une mutualisation du risque. C'est-à-dire, voilà, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, donc je vais investir dans une région et dans une autre pour, s'il y a une difficulté, je puisse compenser ça par l'autre pays. Alors, l'uniformisation, la tendance à mutualiser, ça donne une moyenne de 25 projets par région? Voilà, exactement. On est à peu près sur autour de 25% de projets par région. Après, on parle bien du nombre de projets et pas de la valeur des projets. C'est sûr que on a des gros projets de barrages en Afrique centrale. Voilà, ça va compter que pour un projet, même s'il y a des milliards en jeu. D'accord. Donc là, on est en nombre de projets, c'est-à-dire je suis prêt à investir, quelle que soit la valeur du projet, dans tel pays. Ça m'offre l'occasion de transiter vers la question des acteurs. Quand on a fait une approche par nombre de projets, le lead n'est pas tenu par le même pays. Si on fait une approche par volume, par flux financier, c'est un autre pays qui tient le lead dans les investissements directs en Afrique. On a vu hier que c'était la Chine qui investissait le plus en investissement direct, mais c'était pas elle qui était la plus importante en nombre de projets. Exactement. En volume, c'est sûr que c'est la Chine, c'est 40% du volume de tous les investissements africains. Après, avec un système particulier qui est souvent des infrastructures, la construction d'infrastructures, et en échange, pas du cash, mais des droits. Par exemple, au Gabon, on l'avait vu, ils avaient construit un stade et en échange, ils avaient eu des droits de pêche. Voilà, c'est souvent des échanges parce que eux, ils ont besoin de faire marcher leur machine chinoise, d'accord, qui est en gros régime, et donc d'avoir un certain nombre de matières premières, de produits de consommation qui rentrent en échange de travailleurs chinois qu'ils auraient envoyés sur le continent. Est-ce que c'est comptabilisé comme un investissement direct étranger quand on réalise une infrastructure? C'est pas un investissement puisqu'on ne crée pas d'entreprise sur place. Non, mais c'est quand même un projet d'investissement. C'est pour ça qu'en volume, c'est quand même, ça rentre dans cette étude-là, d'accord? C'est comptabilisé comme tel. C'est à partir du moment où moi j'investis sur le pays. Alors, vous avez aussi souligné dans cette présentation, dans cette étude, qu'il y avait ce que vous appelez des points de vigilance sur lesquels il fallait continuer à être justement vigilant. Hein, c'est quoi? C'est au niveau géopolitique, c'est les risques sécuritaires, c'est les risques de crise économique surprenante. En fait, on a à la fois une approche macro, d'accord. Donc c'est quand on est sur l'approche macroéconomique, c'est plutôt sur la gouvernance. Par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de pays africains qui ont des problèmes de gouvernance, en tout cas sur le long terme. Très bien. On voit par exemple la Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est un pays assez stable avec une croissance de 8%, mais il y a des présidentielles qui vont avoir lieu en 2020, est-ce que le président va se représenter, etc. Et on sait qu'il y a une dizaine d'années ça avait posé des difficultés justement sur la croissance de la Côte d'Ivoire. Donc là il y a un vrai point de vigilance. Et on s'aperçoit que ou sur du court terme ou sur du long terme, c'est un point de vigilance. On a un point de vigilance aussi sur tout ce qui est dette des États. C'est que les pays africains ont été endettés à une époque, ils l'étaient moins parce que beaucoup étaient tributaires des matières premières, comme on avait des prix élevés, ils ont pu rembourser leurs dettes et avoir une situation financière à peu près nette. Aujourd'hui, ils se réendettent. Il y a quelquefois l'intervention du FMI, notamment en Afrique centrale aujourd'hui, au niveau du Congo, au niveau du Gabon. Donc voilà, on a ce souci-là aussi de la dette. Et après, on a un souci d'inflation dans certains pays, plus d'Afrique là anglophone, Nigeria, Ghana, et pas tellement l'Afrique francophone, puisqu'on a une parité entre l'euro et ce qu'on appelle le franc CFA. L'ancienne zone franc, exactement. CFA qui est devenue zone euro. Alors, on a bien compris que l'Afrique, on est maintenant dans la période réaliste, hein, après une période de pessimiste, puis une période un peu euphorique. Voilà, c'est beaucoup plus réaliste aujourd'hui. On est pas plus. Alors, cette période réaliste, est-ce que elle est marquée par un changement d'attitude, la façon dont le capital qui circule dans le monde regarde l'Afrique? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que par exemple aujourd'hui on va regarder plus la rentabilité, plus quand on fait un investissement en Afrique, quels sont les critères qu'on va regarder dans le contexte d'aujourd'hui? Ce qui est important sur l'Afrique, et c'est ce qu'on dit, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir un gain rapide. Donc c'est un investissement sur du long terme. Les gens qui viennent faire un coup en Afrique en disant voilà, ça a priori au bord du continent, c'est une mauvaise stratégie. C'est à la fois dire j'ai un produit qui va plaire au marché, je suis là
dans la durée. Je vais faire intervenir des gens en local, parce qu'il y a aussi une prise locale qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut, on n'arrive pas de l'étranger et puis on s'impose dans le pays. Il faut qu'on ait un tissu local, il faut qu'on ait développé des partenariats, il faut qu'on soit en compagnie en local. Et tout ça, donc, ça permet de réussir dans la durée. Aujourd'hui, les groupes qui réussissent, si on doit parler, donc par exemple, moi je travaille pas mal pour le groupe Orange, d'accord, Télécom, et donc ça c'est des gens qui ont investi dans la durée, qui sont en Afrique depuis plus de 50 ans et qui investissent sur le continent. Il n'y a pas un mouvement de cession des licences de Orange en Afrique? Ils en ont plutôt racheté récemment, notamment au Burkina Faso, en Sierra Leone, donc a priori ils sont plutôt en train de consolider leur position. Après, sur des plus petits acteurs, voilà, c'est toujours pareil, c'est l'acteur à la dimension du marché. Un marché sénégalais qui fait 7 ou 8% de croissance, ça peut être intéressant pour un opérateur, pour une PME. Bien sûr. Alors, que peut changer l'entrée d'acteurs importants comme l'Allemagne, qui a décidé d'avoir un agenda africain depuis quelques années avec Merkel? Qu'est-ce que ça peut changer dans l'approche? D'abord, qui sont les vecteurs, les véhicules qu'utilise l'Allemagne? C'est des fonds d'investissement? On a des fonds d'investissement, ou sinon, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, c'est un plan qui s'appelle Compact Africa, qui a été mis en place par la chancelière, et là, c'est l'accompagnement des PME partout en Afrique. Donc c'est vrai qu'ils bénéficient de cette vision de l'entreprise allemande qui est solide, qui est à la tête de la recherche et développement, donc qui est assez innovant, et donc là-dessus, ils ont des projets multiples dans beaucoup de pays. Je pense que à ce stade, il y a de la place pour tout le monde, puisque on a une croissance. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est peut-être les grandes tendances au niveau africain. C'est que aujourd'hui, la population va doubler d'ici 2050. On a un PIB qui est à peu près de 2700 milliards et qui va être normalement, si tout se passe bien, en 2050 de 22 milliards. Donc c'est-à-dire l'équivalent de l'Union européenne. Donc des gros chiffres. Et une classe moyenne aussi, parce que ça c'est un bon indicateur, c'est de dire, voilà, au fur et à mesure on s'aperçoit que la pauvreté baisse en Afrique, et il y a une population, une classe moyenne qui se constitue. Aujourd'hui, elle est minime. On pense qu'en 2050, elle devrait être de 100 à 200 millions d'individus. Donc 200 millions d'individus, c'est des gens qui vont avoir besoin de consommer, c'est des gens qui vont avoir besoin d'infrastructures, c'est des gens qui vont avoir besoin de produits d'importation et donc d'exportation pour celui qui vient investir sur le continent. Alors, parmi les bonnes nouvelles, vous en avez évoqué quelques-unes hier dans votre présentation, il y a cette, on va dire, ce changement, cette convergence des groupements qui existent en Afrique vers un seul espace de libre-échange, la zone de libre-échange continentale. L'accord de Kigali l'année dernière, vous l'avez qualifié de tournant dans l'évolution de l'attractivité du continent. Exactement. Donc c'est la ZLEC. Qui a été voté l'année dernière à Kigali, donc il devrait rentrer en vigueur cette année. En fait, le sens de mon propos hier, c'était pour les investisseurs algériens en Afrique. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique était regardée depuis l'Europe, depuis l'Amérique, et aujourd'hui, ce qui doit se développer, c'est les échanges intra-africains. En Europe, par exemple, les échanges aujourd'hui, c'est 70% du PIB, c'est des échanges entre les pays européens. En Afrique, c'était 12% il n'y a pas longtemps, c'est monté à 20%, mais on voit qu'il y a encore des freins. L'objectif, c'est de faire croître ces échanges intra-africains. Aujourd'hui, on sait qu'au Maghreb, il y a beaucoup d'échanges entre les pays maghrébins, mais ce qu'il faut voir, c'est voir vers le sud. Au Maghreb, ça reste faible. Enfin, on considère toujours que oui, mais c'est en dessous de 5% du volume du PIB et des volumes des échanges. Je ne sais pas quel est le ratio, si c'est versus PIB ou versus volume des échanges globaux, mais ça reste un ratio faible dans tous les cas. Oui, mais ce qui t'est dit hier, c'est que la plupart des gens qui intervenaient, qui disaient qu'ils exportaient, c'était exportation vers le Maghreb. Et quand on parlait d'Afrique en tant que telle, je dirais Afrique subsaharienne, il y avait beaucoup moins d'échanges. Donc c'est sûr que des échanges vont devoir se développer. Et cette ZLEC, ça va permettre d'harmoniser les règles douanières, ça va permettre d'harmoniser peut-être les règles juridiques. On a déjà des ensembles où les règles juridiques sont les mêmes. On peut imaginer aussi un pouvoir de décision. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire une transsaharienne, à partir du moment où tout le monde est autour de la table et a décidé que la ZLEC c'était l'avenir, vous voyez, on peut imaginer des routes transverses dans tous les sens, alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Vous voyez, vous commencez à créer une route, elle s'arrête à votre frontière parce que vous n'avez pas un accord des autres pays. Vous voyez, et si vous voulez faire un accord, il y a un projet de route entre Alger pour aller jusqu'au Nigeria. Tous les pays qui sont dans la zone intermédiaire
eux, il faut qu'ils voient aussi leur intérêt à cette route-là. Et c'est vrai qu'une ZLEC, c'est-à-dire avec une décision via l'Union africaine ou une autre instance régionale, ça peut complètement faire sens pour développer ces chemins de commerce de demain. Notamment, donc, en gros, l'infrastructure, développer les infrastructures qui permettent d'intégrer les marchés. Exactement. Et ça, c'est vrai que quand on le voit avec un œil algérien, on dit les infrastructures, on voit pas trop ce qu'on vise, parce qu'aujourd'hui, l'électrification de l'Algérie, elle est achevée, les infrastructures sont là. Il faut voir que dès que vous sortez de l'Algérie, si vous allez au Mali, au Burkina Faso, vous êtes sur des chemins de terre, c'est très compliqué. La logistique aujourd'hui, ce que je disais hier, c'est que un Chinois qui prend un produit, qui l'amène en bateau jusqu'à Lomé, au Togo, pour aller de Lomé ou à Cotonou, voilà, et pour aller de là à un pays, au Burkina Faso, à Ouagadougou, ça va lui coûter plus cher cet acheminement, alors que par rapport à tous les frais d'un fret maritime de la Chine jusqu'au port de Lomé. Donc c'est là où il va falloir qu'il y ait une amélioration. Les infrastructures, juste pour vous donner des chiffres, la Banque mondiale disait pour que l'Afrique soit remise à niveau en termes d'infrastructures, il faut un investissement de 100 milliards par an sur 10 ans. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les chiffres qui sont donnés, c'est la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner, enfin un manque à investir de 50 milliards par an. On va dire un mot là-dessus quand on va évoquer dans quelques minutes rapidement les opportunités, les possibilités pour les entreprises algériennes d'être présentes sur le marché africain. Est-ce qu'il y a dans la démarche, alors 2 dernières questions sur le contexte global avant qu'on parle justement des opportunités algériennes. Est-ce qu'il y a une vraie corrélation entre les IDE? Est-ce qu'il faut obligatoirement être un investisseur dans un pays africain pour bien y vendre ses produits? Ou est-ce qu'on peut, dans la démarche, placer d'abord un produit avant d'envisager, comme ça se fait en règle générale, de s'y installer comme entreprise et de le produire éventuellement sur place? Non, tout à fait. Je pense qu'il y a différentes étapes à l'investissement. Il faut déjà être sûr de son produit. D'accord, sur le marché. Est-ce que aujourd'hui, voilà, il faut voir que beaucoup d'acteurs se positionnent. On a beaucoup de pays qui se positionnent. Quand vous allez par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous avez des Libanais qui sont là depuis très longtemps, donc qui ont déjà développé beaucoup de commerce. Vous avez les Indiens qui arrivent. Vous avez les Turcs. Aujourd'hui, les premiers investisseurs, enfin dans beaucoup de pays, c'est les Turcs. Notamment en Côte d'Ivoire, ce que vous avez dit hier. Vous avez la Chine. Donc voilà, vous avez de toute façon des compétiteurs. Il faut que vous alliez tester votre produit. Donc le premier, à mon avis, c'est avoir un contact local, nouer un partenariat local, voir comment le marché réagit aux produits, et au fur et à mesure, on voit si on a besoin d'une production locale, de constituer une structure en local. Enfin voilà, il faut y aller de toute façon dans l'investissement par étapes. Alors il y a cet autre modèle que vous avez évoqué hier, c'est le modèle marocain qui constitue à mettre en place un hub localement au Maroc pour ensuite aller à la conquête des marchés africains en partenariat avec du capital étranger qui est venu s'installer au Maroc. C'est un modèle qui marche ? C'est un modèle qui marche. Le modèle marocain est assez intéressant. Je pense que ça peut servir de modèle. C'est de dire, on a 2 choses. C'est le Maroc en tant que destinataire des investissements. Voilà, ils ont essayé d'avoir un environnement intéressant. Ils ont un centre d'affaires qui s'appelle le Casablanca Finance Center. Vous voyez, quand vous êtes singapourien et que vous arrivez en Afrique, vous dites ben voilà, ça c'est un pays qui est dynamique sur cet aspect-là. Donc ça c'est la destination de l'IDE. Donc le Maroc est assez fort et dans le classement, ils sont numéro 1 dans le classement de l'étude de cette année. Et après le deuxième effet, c'est de se dire, le Maroc a pas voulu en rester là, c'est de dire ok, moi je veux être le pays aussi qui va permettre d'irradier toute l'Afrique. Et donc, ce système de hub, c'est-à-dire que les groupes internationaux disent pour gérer l'Afrique, je mets mes ressources humaines, ma finance, en fait mes fonctions de support, on va dire, au Maroc, et de là, je vais envoyer des gens partout en Afrique. Et ça c'est un modèle qui fonctionne assez bien à ce stade. Sauf que au Maroc, comme en Algérie, semble-t-il, il y a aussi une problématique de contrôle d'échange qui peut empêcher le développement et l'épanouissement de ce modèle. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, quand moi je conseille mes clients, je dis pas il faut absolument aller dans ce pays-là, c'est le pays-là, il faut voir, voilà, il faut l'Afrique du Sud a été intéressante à un moment, aujourd'hui un peu moins. Il y a l'île Maurice qui est intéressante, il y a le Maroc, mais voilà, c'est un certain nombre de critères. Aujourd'hui, il y en a pas un qui se détache, un pays qui se détache par rapport aux autres. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors, ce qui peut provoquer éventuellement une distorsion dans l'attractivité des IDE, ce sont les politiques fiscales de chaque pays. Est-ce que vous diriez que ces dernières années, il y a une convergence, que sur le plan fiscal, on ne peut pas dire qu'il y a une compétition qui fasse que ça crée une distorsion dans l'attractivité?
Non, pour moi, il y a pas de distorsion. On est sur des modèles qui sont à peu près similaires. Et de toute façon, la fiscalité elle intervient que en deuxième niveau. Vous voyez, au premier niveau, c'est est-ce que le marché est là, est-ce que la sécurité est là, est-ce que je vais pouvoir rapatrier les fonds que j'ai investis. Enfin voilà. Et après, dans un deuxième temps, c'est de dire la fiscalité. Donc moi, je suis avocat fiscaliste, donc c'est mon activité. L'idée par rapport à la fiscalité, c'est plus il faut pas perdre tous les fruits de son investissement. Et c'est vrai qu'il arrive que dans certains pays, j'ai des clients qui aient subi un redressement fiscal, on va dire peu documenté, d'accord, qui c'est plutôt du harcèlement, et donc ils sont obligés de mettre les clés sous la porte et de repartir alors qu'ils étaient bien implantés dans le pays. Ça c'est un vrai risque. Ça, c'est un point de vigilance que vous avez évoqué hier. Oui, exactement. C'est se dire, ok, mon produit va gagner des parts de marché, j'ai investi, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà. C'est un peu le grain de sable qui va faire dérailler le train. Étant donné que il faut garder en mémoire qu'on est sur des marchés où la part de l'économie informelle est très importante. Donc on a tendance à distinguer trois types d'investisseurs dans les pays africains. Vous avez les investisseurs sur les matières premières, la mine, le pétrole. On a beaucoup de pays comme ça, d'accord, où là, les gens ont investi des milliards et en échange, ils ont droit à un régime fiscal incitatif. Donc ça, c'est ok. De l'autre côté, vous avez l'informel, 40 à 60% de l'économie. Et après, au milieu, vous avez les gens, voilà, qui ont un produit ou un service identifié. Et c'est eux qui sont sous l'étau fiscal et donc souvent qui rencontrent des difficultés dans la gestion fiscale de leur structure. Alors vous en avez montré quand même un slide hier dans votre présentation qui montre que les pays les plus actifs en termes d'investissement sur le continent et en termes de commerce aussi, ce sont ceux qui ont développé des conventions bilatérales de non-imposition. C'est un facteur important pour sécuriser le business. Exactement. Moi je dis toujours, c'est bien d'être à l'abri d'une convention fiscale. C'est-à-dire que ça veut dire que deux États se sont mis autour d'une table pour signer un accord en disant, attendez, de toute façon, on va pas piller, d'accord, la structure. C'est ou c'est imposé chez vous, ou c'est imposé chez moi. Mais donc ça veut dire que vous avez cette protection. Et moi, ça m'arrive souvent de l'utiliser. Et de dire, attendez, là on a une convention fiscale, non, ça ce n'est pas possible. Et c'est vrai que les pays à ce moment-là se plient assez facilement à la règle qui a été établie. Vous diriez que il y a de la marge, il faut développer plus de conventions fiscales. L'Afrique du Sud en a 22, j'ai noté, sur 45 pays avec lesquels on pourrait le voir. Et c'est le premier. Voilà, il faut développer ça. De toute façon, la ZLEC, la zone de libre-échange, c'est la même idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un contact direct entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Par exemple, il y a une convention fiscale, mais entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, il n'y a pas de convention. Vous voyez, toute la zone, il n'y a aucune convention avec ces pays-là. Après, il y a les pays du Maghreb. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut développer. Il faut aller au Burkina Faso, il faut aller au Cameroun, il faut aller au Tchad, il faut aller en Angola. Il y a des choses à faire. Alassane Diong Algérie, vous avez un beau portefeuille client. Parmi vos clients, vous avez de beaux exportateurs. On en a entendu quelques-uns parler hier au panel du Club Export de World Trade Center. Est-ce que vous diriez qu'on est en train déjà de passer l'âge premier de l'exportation, celui où on met un pied sur un marché pour le découvrir, pour placer un produit, pour prendre la température, etc. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose dans l'exportation en Algérie, ou est-ce que c'est un leitmotiv dont on parle un peu au niveau politique sans que ça se concrétise réellement? En tout cas, hier, dans la salle, il y avait une centaine de personnes. On a senti quand même qu'il y avait ce mouvement qui se mettait en place. Après, c'est toujours pareil. Vous savez, il faut que certains essuient les plâtres, ils dire c'est intéressant. Il y a un Malien qui est intervenu en disant venez chez nous, il n'y a pas des problèmes de sécurité. Vous voyez, le premier réflexe, c'est ça, c'est de se dire ok, je passe la frontière, mais c'est quoi mon avantage? Pourquoi je ferais ça? Donc, on a des pionniers. Aujourd'hui, on a des investisseurs algériens qui sont pionniers en la matière et qui sont allés, notamment, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut commencer par des marchés qui sont relativement faciles en termes de relations d'affaires. Okay, si vous allez investir aujourd'hui, on connaît des groupes algériens qui vont investir au Sénégal, par exemple. Le Sénégal, en termes de ce qu'on appelle le doing business, la facilité de faire des affaires, est un pays sur lequel, voilà, quand vous constituez une société, il n'y a pas de souci, vous avez les bons interlocuteurs, ça va vite, etc. Vous voyez, il y a des pays comme ça. Je vous ai entendu dire que vous ne commenceriez pas par le Nigeria. Bon, il faut pas dire ça si. Non, mais voilà, le Nigeria, par exemple, c'est beaucoup. Pour une entreprise algérienne, hein. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il y a aussi un aspect culturel. C'est un pays anglophone. Mais c'est 120 millions de consommateurs. 200 millions. 200 millions, pardon. 200 millions. Donc, non, c'est sûr que c'est le plus gros marché d'Afrique. Mais, même des groupes qui sont là depuis longtemps, voilà, il y a ce système de on fait par étapes. Et puis après, en Nigeria, il faut aussi avoir en local
le bon accompagnement, les bons interlocuteurs. Je dirais le business, pour moi, il est un peu plus compliqué. Très bien. Alors, avantage comparatif, par exemple, on a beaucoup parlé d'infrastructure hier, il y avait même des bailleurs de fonds qui ont dit un mot là-dessus. Est-ce que les entreprises de réalisation algériennes ont une carte à jouer sur ces marchés-là? Ou est-ce qu'on traite avec le souverain, on traite avec les finances publiques et on a peut-être des difficultés à se faire payer à la fin? Parce qu'il y a aussi une problématique de recouvrement dans ces cas-là. Il y a une problématique de recouvrement de moins en moins. Par exemple, le Gabon avait des problèmes, d'accord. C'était plus de 10% du PIB d'arriérés de dette. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, plus personne vous fait confiance. Donc, vous êtes obligé quand même de regagner cette confiance et donc de rembourser vos créanciers. Non, moi je pense que les vraies créances, c'est au niveau privé. Que là, on a des difficultés. Les clients ont des difficultés avec les opérateurs privés, les opérateurs publics. Souvent, c'est des marchés qui sont subventionnés, soit par la Banque africaine de développement, enfin par des bailleurs internationaux, on va dire. Soit c'est financé en local par le gouvernement et donc on est quand même la plupart du temps payé et les créances sont honorées. Peut-être pas très rapidement, mais en tout cas elles sont honorées. Est-ce que vous avez le sentiment que les acteurs algériens alors il y a eu une longue période où ils regardaient pas le marché africain, ça c'est clair. Et puis il y a eu cette conférence du FCE, enfin on était aussi un peu dans un contexte FCE hier avec l'activité du club Export, où on s'est enflammé sur l'Afrique. On a eu l'impression que bon, on va y venir et bon, les produits algériens après tout ils sont pas si mauvais que ça. Ils ont une départ de marché conséquente sur leur marché domestique et vont pouvoir s'imposer. Et on est arrivé un peu la fleur au fusil sur des marchés où quand même il y a une exigence. On a entendu des acteurs parler de services après-vente, de qualité, de fiabilité, de traçabilité. C'est pas la brousse. Ah non, mais exactement. Le consommateur africain est un consommateur averti. Aujourd'hui, il a le choix. Alors on dit souvent, il a le produit chinois, c'est le produit d'entrée de gamme. Donc on critique les produits chinois. Attendez, les Africains, quand vous parlez avec eux, la personne qui vit avec 3 ou 4 dollars par jour, elle est très contente d'avoir un produit chinois. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'émergence aussi de la classe moyenne. C'est-à-dire que si vous avez un produit à haute valeur ajoutée, de toute façon, il va trouver preneur que au niveau de la classe moyenne ou la classe supérieure. Mais ce marché va exister. Et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc les parts de marché, elles sont à prendre aujourd'hui, ou en tout cas dans les années à venir. Et même certains disent que c'est peut-être déjà trop tard par rapport à ce temps africain où vous devez apprendre et vous devez, entre guillemets, éduquer le consommateur à votre produit. Oui. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. On a eu le sentiment quand même, durant une partie de la discussion hier, on a encore un gap dans la connaissance des marchés africains, de l'attractivité des pays africains, du potentiel de marché. Est-ce que vous, en tant que cabinet conseil, vous diriez que l'information ne circule pas suffisamment bien sur les pratiques de l'export, les pratiques de l'investissement? On n'a pas encore assez d'investissement, peut-être, voire pas du tout. Enfin, on n'est pas le Maroc qui a beaucoup investi, notamment en Afrique de l'Ouest. Ce genre de forum où on échange d'informations. Par exemple, je prends l'exemple de Faderco. Moi, je suis journaliste économique. J'étais bluffé d'apprendre que Faderco, en fait, exporte sur une vingtaine de pays, dont une partie est européenne. Et ce type d'information, on a le sentiment que ça ne circule pas suffisamment dans le milieu des affaires en Algérie. Des expériences, des réussites, des itinéraires pour qu'on sache comment faire. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça que les conférences comme hier, elles sont salutaires puisque ça permet de faire un partage d'expérience et de voir qui a eu des écueils et dans quel pays. Aujourd'hui, les produits, certains produits, donc si on doit parler de Faderco, ont des produits adaptés au marché africain. Il faut, y aller. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont, c'est de notoriété publique. Ils sont aussi au Sénégal. Voilà, ils ont développé un certain nombre de pays. Et il faut absolument aller de l'avant. L'investisseur algérien doit trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir avancer sur le continent. Mais ça, c'est un problème général. Quand vous parlez avec un Américain, il vient pas naturellement au Burkina Faso ou au Mali. Et il vient parce qu'on lui dit, là-bas, voilà ce qui peut être fait par rapport, il y a une demande du marché par rapport à votre produit et il faut y aller et voilà les conditions de votre investissement. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on est quand même obligé de dire un mot sur les difficultés qui reviennent, parce qu'évoquent les exportateurs d'ailleurs. Eux ont un acclassement, peut-être que les cabinets conseils a une autre hiérarchie des difficultés. On parle beaucoup de la pénalisation dans les rapatriements quand il y a une différence entre la facture et ce qui va revenir. Ça semble toujours être un gros problème. Et on parle aussi des difficultés d'acheminement, toutes les difficultés de logistique. Vous conseillez
Alors, l'accompagnement bancaire, par exemple, on s'est toujours posé la question de savoir, à partir du moment où il n'y a pas de banque algérienne en Afrique, à l'étranger d'ailleurs, pas seulement en Afrique, est-ce qu'il faut se faire accompagner par les banques étrangères qui sont en Algérie? On pense notamment aux banques françaises qui sont bien implantées en Afrique de l'Ouest, Société Générale, Banque BNP. Est-ce que c'est ce type d'itinéraire qui peut sécuriser les transactions commerciales des Algériens dans cette partie du monde? Sans doute. Aujourd'hui, il va falloir de toute façon trouver la manne financière de l'investissement à l'étranger. D'accord. Donc ça doit passer par une banque, à mon avis, par une banque algérienne où il y a quand même un texte de 2014 de la Banque d'Algérie qui dit que c'est sur la base de fonds propres développés dans le cadre des activités algériennes. Donc ça, il faut créer de la dynamique autour de ça pour permettre justement de l'investissement en dehors des frontières et vers le sud. Oui, cette loi que vous faites référence, ce règlement de la Banque d'Algérie, nous on l'appelle le règlement Cévital parce que il s'agissait de le faire correspondre à l'investissement de Cévital en Italie. Est-ce qu'il n'est pas trop restrictif? Est-ce qu'il va pas faire rater des opportunités en Algérie? Pour les Algériens pour investir en Afrique ou ailleurs dans le monde. Après, moi je pense que déjà avant de se poser cette question-là, et c'est ce que disait un peu Ahmed Tibaoui hier du World Trade Center FCE, c'est de se dire il faut avancer. Commençons déjà par mettre des produits, on voit ce que ça va faire. De toute façon, c'est des exportations. C'est des exportations, donc c'est des entrées de devises. Donc de toute façon, derrière, il y a un mouvement qui va se créer pour dire il faut qu'on aille vers cette situation-là. Aujourd'hui, on a des marchés, si vous avez un monopole de votre produit en Algérie, ok, vous avez un monopole, mais si votre produit est compétitif au niveau international, il faut que vous ayez la possibilité de pouvoir l'exporter, de pouvoir en faire profiter à la fois le continent, mais aussi l'Algérie avec l'entrée des devises. L'essor des exportations algériennes hors hydrocarbures, vous y croyez, Bruno Messerschmitt? J'espère. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.